Bonjour, je suis Céline Eudes-Gasnier, je suis docteure en biologie, coach préparatrice mentale, sophrologue et je suis experte en gestion des émotions. Je vous présente une conférence sur la puissance mentale au service de la performance que j'ai présentée en mars 2024 à la maison départementale des sports à Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen, et je l'ai fait devant à peu près 80 étudiants qui appartenaient à la Winsport School de Caen également. Pour commencer, je vais vous laisser découvrir un petit reportage ou une petite interview plus exactement qui ne dure pas très longtemps avec un certain Teddy Riner que vous connaissez certainement. La santé mentale, c'est un sujet qui commence à venir euh, Enfin, enfin dans le sport. Tu as été le premier à ouais, en parler. Il faut le dire parce que c'est vraiment Teddy Riner qui a été le premier à parler du fait que c'était important d'être accompagné par un psychologue, d'aller parler, que de s'ouvrir. ça ne veut pas dire qu'on est fou si on a besoin d'aller voir un Exactement. psy. Même encore maintenant, même si j'en ai parlé, même si aujourd'hui on va dire, ça se démocratise, ça a été compliqué puisque le mot psy, il est hard, il est très violent en France. Parce que psy, tout de suite, on l'associe à fou, on l'associe à problème, on l'associe à la négativité. Si le mot psychologue n'est pas assez bon, on devrait mettre thérapeute, on devrait mettre un spécialiste mental, on devrait mettre coach mental. Adoucissons ce mot et on verra que les choses vont mieux. Moi, je me suis entouré d'un spécialiste pour la préparation physique, je me suis entouré d'un spécialiste technique. Ce travail, je l'ai fait quand j'avais 14-15 ans. Et depuis, voilà, à chaque fois, je mets les choses en place. J'essaie de ne rien oublier. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'effectivement, Teddy Riner parle de la force du mot psychologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mots, les événements ont une charge émotionnelle, alors que littéralement, normalement, le mot psychologie, sa définition, c'est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit. Et qu'à ce moment-là, en aucun cas, il n'y a de connotation péjorative derrière, comme il peut y avoir dans notre esprit quand on entend ce mot psychologie. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il convient de comprendre que c'est des croyances que nous avons reçues de nos parents, de nos grands-parents, issues de leurs propres expériences. Mais aujourd'hui, tout est différent et c'est pourquoi je vous invite à casser vos codes. Il faut absolument évoluer et je trouve que cette définition pourrait évoluer effectivement en termes de puissance mentale où je définis ici la capacité à utiliser efficacement son esprit pour plusieurs choses qui sont atteindre ses objectifs, surmonter des obstacles, maîtriser ses émotions, dont le stress auquel vous avez tous été un jour confrontés. Alors la performance, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que c'est une espèce de capacité que l'on a et qui se développe autour de 4 sphères. La première, une sphère tactique qui est souvent liée à une sphère technique et là vous êtes normalement encadré par votre entraîneur. Il y a la sphère physique avec potentiellement un préparateur physique et il faut y associer cette sphère mentale avec un préparateur mental, un psychologue du sport ou peu importe. Comment vous l'appelez? Mais en tout cas, il faut un professionnel pour vous accompagner. Dans chacun de ces 4 niveaux, c'est lorsque vous allez développer chacune de ces sphères au mieux de ce que vous pouvez que vous allez atteindre votre performance. La performance, c'est l'efficacité finalement avec laquelle vous allez accomplir une tâche, un objectif ou une activité quelconque. Mais cette performance, elle se fait par rapport à des critères qui sont prédéterminés. J'entends par là des facteurs internes et ou externes, puisqu'on n'a pas la même définition de la performance. Ça veut dire que ce sont nos croyances, ou aidantes, ou limitantes, qui vont alors pouvoir influencer sur notre perception de notre performance. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on est limité, comme par exemple avec ce mot psychologie, on peut transformer des croyances limitantes vers des croyances aidantes. Et ça, c'est ce qui mène à la maîtrise émotionnelle. Dans cette maîtrise émotionnelle, je vais vous parler brièvement de l'intelligence émotionnelle. Quand je disais que tout vient de nos croyances et de nos perceptions, si on voit ce petit bonhomme qui traîne cette grosse pierre sur son dos depuis sa naissance, tout ce qui a été ses expériences de vie, l'éducation, des expériences plus ou moins bonnes, sa vie sociale, ont forgé tous ses apprentissages. Au cours de tous ces apprentissages, il a ressenti,
il a eu des émotions qui ont été mises en mémoire en fonction de la qualité de ses expériences. Je vous invite par exemple à prendre un papier, un crayon et à trouver un moment agréable de votre vie, proche, moins proche, très lointain, peu importe. Quand j'entends moment agréable, c'est un moment qui a provoqué une émotion qui est plutôt agréable également, type joie, sérénité, excitation. Lorsque vous avez trouvé ce moment, vous pouvez l'écrire sur un papier. Je vous invite alors après à poser ce papier, fermer les yeux et vous replonger dans ce moment. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour le faire, bien évidemment. Et dans un second temps, je vous invite à faire la même chose avec un moment désagréable, c'est-à-dire qui a provoqué une émotion qui, pour le coup, n'est pas très sympathique, type peur, colère, stress, angoisse, etc. De la même manière, lorsque vous l'avez, que ce soit assez proche dans le temps, plus loin ou très lointain, ne pas hésiter à le noter, fermer les yeux et vous replonger dans ce moment pour ressentir ce qui s'est passé à l'intérieur de votre corps à ce moment-là. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous laisser le temps. Si vous avez fait les exercices, vous avez sûrement ressenti des prémices, voire carrément la même émotion, à la même intensité que le jour où ça s'est passé, que ce soit hier, il y a 10 jours, un mois ou il y a plusieurs années. C'est parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une mémoire émotionnelle et elle s'active en fonction de vos faits, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez vécu. Et le problème de ce faire, c'est que il nous paralyse aujourd'hui parce qu'on est sans arrêt sur le jugement du faire. À l'école, si on fait bien les devoirs, si on fait bien un exercice, on a une note. Si dans votre condition professionnelle, vous faites bien votre travail, potentiellement, vous pourrez avoir une augmentation. Donc la problématique du faire fait que l'on va vers l'avoir. Sauf que lorsque l'on parle de tous nos apprentissages, ce dont je parlais tout à l'heure avec cette grosse pierre sur le dos. Tout ça, c'est ce qui fait notre être. Et que si l'on veut se connecter à notre pleine performance, c'est l'être qui est le plus important. C'est celui ou c'est la personne que vous avez envie d'être, de devenir, qui va régir finalement tous vos faits. Mais la problématique d'aujourd'hui, c'est que nous, les êtres humains, on est concentrés sur le faire. Il faut faire vite, il faut faire ci. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? On ne nous demande pas aujourd'hui comment tu te sens. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas avoir? Et on oublie effectivement l'essence même du qui suis-je. De la même manière, avec votre petit crayon, votre petit papier, je vous invite à vous poser un petit instant, d'écrire cette phrase « Qui suis-je ?» et d'essayer d'y répondre. Et vous pourrez alors ensuite enchaîner sur le qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps qu'il vous faut pour le faire. Et nous poursuivons avec ce petit schéma pour que je vous montre cette intelligence émotionnelle liée avec l'approche en neurosciences, comment ça marche dans le cerveau. On a en bas à droite le cerveau reptilien, c'est le cerveau que l'on a hérité des hommes préhistoriques, c'est celui qui a fait que nous avons pu survivre parce qu'il est lié à nos comportements primitifs. En fait, on a 3 comportements primitifs, c'est ce qu'on appelle les 3 F. Le fight, le fige ou le fuit. C'est-à-dire que quand on va être confronté à une situation qui est extrêmement dangereuse, où on a un danger de mort, c'est ce cerveau-là qui va s'activer en nous proposant 3 solutions. Soit je combats, soit je me fige, soit effectivement je prends la fuite. Et il y a des études qui ont été réalisées, et notamment une où il avait été reproduit dans une grande pièce un espèce d'environnement de jungle tropicale, et où sur un petit chemin que prenaient les personnes qui ont participé à l'étude étaient confrontées à un moment donné à la rencontre avec un serpent. Et en fonction de la peur, de l'histoire personnelle justement de la personne vis-à-vis des reptiles, la réaction, le comportement n'est pas le même. Et si le fight n'a pas beaucoup
de prétendants, puisqu'effectivement, prendre un bout de bois et aller combattre un serpent, c'est pas trop ce qu'on nous apprend. Beaucoup de personnes se sont soit figées par peur, soit effectivement ont pris la fuite. Et puis, à un moment donné, on a effectivement le système limbique qui prend le relais, là, qui est toute la partie rose, qui contient l'amygdale. C'est là où effectivement sont stockées nos émotions, la mémoire émotionnelle. Et à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait avec le néocortex qui, lui, comporte les fonctions cognitives supérieures, c'est-à-dire la capacité à prendre du recul, à pouvoir avoir un discernement et qui justement fait lien avec nos apprentissages rationnels. Là, les gens se sont rendus compte que, en fait, non, ce n'est pas un serpent, c'est un morceau de bois qui a été grimé en serpent. Mais le temps que le néocortex prenne le relais pour s'en rendre compte, en fonction de la peur, du ressenti de la personne, cela peut prendre plus ou moins de temps. Et c'est ainsi qu'on a pu voir qu'il y avait ces 3 niveaux d'activation. Si on pousse un tout petit peu plus loin, on voit que plus précisément, il y a une zone du cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulée, ou SAR, peu importe, vous n'êtes pas obligé de retenir le nom, qui est présent ici et qui va nous servir justement à filtrer les informations pour équilibrer le conscient et l'inconscient. Il faut savoir qu'on reçoit plusieurs millions d'informations en une seconde et que le cerveau ne peut pas tout traiter. Le SAR est là pour nous aider à mettre ces informations à l'équilibre et faire qu'on n'est pas embrumé. Et en fait, sa fonction première, lui, est de nous faire voir uniquement ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'il, lui, il va se lier à nos croyances. Un exemple pour que vous compreniez bien, c'est le SAR, par exemple, qui va faire que quand vous cherchez vos clés, vous n'allez pas forcément les trouver tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous vous rendez compte que vous avez perdu vos clés, la première de vos réactions, c'est « mince, j'ai perdu mes clés ». J'ai perdu mes clés. Donc, votre cerveau lui croit profondément que vous avez perdu vos clés. Donc vous allez pouvoir peut-être passer 4-5 fois devant l'endroit où il y a vos clés sans les voir. Parce que quand on est en recherche, quand on est dans un état de stress, le champ de vision se rétrécit. Le SAR se focalise sur les choses importantes. Et pour lui, ce qui est important là, c'est j'ai perdu mes clés. Donc pourquoi est-ce qu'il irait vous les montrer puisque vous pensez que vous les avez perdues? Et souvent quand vous lâchez le fait de chercher vos clés, c'est là où elles vont effectivement se révéler à vous. Ah bah tiens, elles étaient là. En fait, la manière la plus appropriée dans ces cas-là, quand vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu, entre guillemets, vos clés, serait de dire, alors je ne sais pas si elles sont sur un porte-clés rouge par exemple, c'est de se dire, je cherche un porte-clés rouge. Et là, le SAR va faire ressortir tout ce qui est rouge autour de vous et va vous aider, peut-être ce sera quand même un petit peu plus long que si vous les aviez vus du premier coup, mais en tout cas vous ne passerez pas 4, 5, 6 fois devant vos clés sans forcément les voir. Donc ça c'est l'importance d'un dialogue vrai et affirmatif, un dialogue interne vrai et affirmatif. Et je dis bien affirmatif et pas positif. La pensée positive par exemple, c'est une aberration. J'entends par là... Et je vais prendre d'ailleurs le problème à l'envers. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant bleu, c'est trop tard, vous avez imaginé un éléphant bleu. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne connaît pas la négation malheureusement. Et pour le coup, si vous lui dites ne pensez pas à, lui il entend penser à. Le ne pas, il ne l'entend pas. C'est la même chose, par exemple, lorsque vous faites votre sport. Alors moi, je parle du badminton parce que j'en fais depuis plus de 30 ans et que je me mets à faire des fautes et que je vais me dire « ne fais pas de fautes ». Je me parle à la négative et du coup, mon cerveau n'entend pas. Lui, il entend « fais des fautes ». Et du coup, inconsciemment, je vais reproduire ce qu'il croit profondément. Et donc, je n'arriverai pas à me sortir de ce schéma. C'est très important d'avoir cette notion de « je dois être affirmatif et authentique ». En poursuivant sur cette maîtrise des émotions, j'aimerais attirer votre attention sur les émotions qui sont soit positives, soit négatives, et vous dire que j'ai très envie
d'arrêter d'entendre ce terme de positif et négatif. Il n'existe pas d'émotions positives, il n'existe pas d'émotions négatives. Elles sont agréables ou désagréables. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que les émotions, ce sont des messagers. C'est-à-dire que je vous invite à lire le poème de Rumi, qui est un poète du XIIIe siècle, et qui parle justement, ça s'appelle La maison d'hôte. Il parle de ces émotions où en fait tous les jours, nous sommes comme l'être humain est une maison qui va recevoir tous les jours des messagers qui vont toquer à la porte. Vous avez le choix, soit d'ouvrir la porte, d'écouter cette émotion, agréable ou désagréable, de la laisser rentrer et de vivre avec, en justement l'apprivoisant. Ou alors vous avez le choix de lui fermer la porte au nez, mais elle va rester derrière la porte, elle va toquer encore plus fort. Et puis une autre va arriver, elles vont se mettre à toquer à deux. Et si vous continuez de ne pas leur ouvrir, de ne pas les écouter, et surtout, on le verra plus tard même, de ne pas leur répondre, c'est là où effectivement vous allez avoir un bruit interne qui va être très très fort, et où à ce moment-là vous allez pouvoir déborder, et c'est alors qu'apparaissent des symptômes qui sont agréables ou désagréables, effectivement, mais ces symptômes sont la traduction de vos émotions que vous avez écoutées ou non. Comment ça fonctionne ? Le symptôme fait partie du conscient, c'est-à-dire que votre corps va vous parler. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour essayer de vous faire entendre raison. Qui fait ça ? Le système nerveux. Et sur ce petit schéma d'homme, vous voyez un nerf qui est mis en valeur ici, qui est le nerf le plus long du corps humain et que l'on appelle le nerf vague. Ce nerf vague, il est lié à nos émotions, c'est-à-dire qu'en fait, il part de la base du crâne, passe derrière votre cage thoracique et il va jusque derrière votre système digestif. Sa fonction principale est de ralentir l'organisme grâce à une molécule qui s'appelle l'acétylcholine. En fait, quand le corps s'emballe, lui, il est là pour libérer de l'acétylcholine qui va ramener le corps au repos. Et du coup, sa fonction première est effectivement de pouvoir stimuler un apaisement du corps et de stimuler le système digestif, les défenses immunitaires. Quand il fonctionne bien, le nerf vague ramène l'organisme à l'équilibre. Quand il dysfonctionne, par exemple quand vous êtes dans un état de stress vraiment très grand, vous n'arrivez plus à le maîtriser, c'est là où vous pouvez avoir des maux de tête ou aussi un dérèglement du système digestif, des diarrhées, des maux de ventre très intenses, parfois même il y en a qui vont jusqu'au vomissement effectivement. Plus vous allez apprendre à maîtriser le nerf vague qui fait partie du système nerveux parasympathique, plus vous allez pouvoir commencer à maîtriser vos émotions. Comment ? On peut l'aider avec des respirations particulières, de la méditation, de la relaxation, des exercices de pleine conscience. Tout ça, c'est ce que je propose dans mes premières séances de coaching pour que vous ayez rapidement les premiers outils pour apaiser votre système nerveux. Si votre système nerveux n'est pas apaisé, on pourra parler des croyances limitantes, on pourra essayer de faire d'autres choses, ça ne marchera pas parce que le système nerveux n'est pas apaisé dès le départ et vous serez embrumé très très vite. Ou ça va marcher un certain temps, mais ce ne sera pas efficace à long terme. Donc dans cette maîtrise des émotions, on passe donc par d'abord les symptômes qui sont conscients et ensuite votre inconscient va se manifester et ça c'est le travail sur nos croyances et nos perceptions. Souvent d'ailleurs quand on est débordé, on va se dire allez reprends-toi, vas-y ça va passer, t'inquiète, c'est qu'un mauvais moment à passer. On prend sur soi. Mais à force de prendre sur soi, comme je vous ai dit, c'est un peu comme fermer la porte ou ne pas l'ouvrir à ces fameuses émotions et à un moment ça submerge et ça déborde. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle intrapersonnelle. Alors moi c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire que dans un premier temps en coaching, on va travailler sur cette IE intrapersonnelle, c'est-à-dire la vôtre. Pour moi, elle se décompose en 5 cycles qui sont les suivants. La conscience de soi d'abord, puis la connaissance de soi. Ce qui va amener la compréhension, la maîtrise de soi pour enfin arriver à l'expression de soi. Lorsque tout ça est maîtrisé,
On va pouvoir passer dans un deuxième temps à l'interpersonnel, c'est ce qui va vous permettre de vivre en société, où on va s'intéresser à l'autre et effectivement quasiment aux mêmes items, conscience, connaissance, compréhension. Mais ensuite on change un peu, on ne va pas maîtriser l'autre, ça n'a aucun sens et aucun intérêt, c'est la maîtrise de la relation. Et l'expression avec l'autre tourne autour de la communication, où effectivement en fonction de qui vous allez avoir devant vous et votre degré d'empathie que vous avez pu travailler, vous n'aurez effectivement pas les mêmes mots, les mêmes phrases et les mêmes tons à employer. Pour la fin de cette présentation, je vais plutôt m'intéresser à la vôtre pour vous donner quelques clés dès le départ. Tout d'abord, donc la conscience de soi. La conscience de soi, comme je vous ai dit, c'est le corps qui va parler. Il va falloir prendre conscience que votre corps est là pour vous aider. Il a des messages pour vous. Ce sont les fameux symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Donc prendre conscience que le corps parle et se dire « Ah tiens, là j'ai mal au ventre, ah je commence à avoir mal à la tête, c'est peut-être le signe de quelque chose, il y a une émotion qui est là pour moi ». Et là on passe à la connaissance de soi, c'est apprendre à identifier ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses à identifier, les événements, les situations qui provoquent les symptômes, vos croyances, ce qui vous fait du bien, vos motivations et également ce qui a de la valeur pour vous. C'est très important d'apprendre à se connaître parce que c'est ainsi que vous allez savoir comment vous fonctionnez. Et tous ces items sont liés à vos émotions. Il y en a beaucoup et souvent on a du mal à les identifier, à les répertorier et à les exprimer. Mais c'est ce qui vous aidera au quotidien. Et c'est ce qui va nous mener à la compréhension de soi. Dans une situation particulière, lambda, quand on est face à une situation, on a systématiquement des activations de pensée, de croyances qui vont se faire en fonction de la situation que l'on est en train de vivre. Se déclenche alors une émotion. Cette émotion est liée, comme je vous ai dit, à nos symptômes qui vont engendrer un comportement et ces comportements sont liés à nos pensées et à nos croyances. Tout ça, c'est des outils, c'est même pas des outils, ça vient de la TCC, les thérapies cognitivo-comportementales à laquelle je suis également formée. En fait, tout ça, là, tout ce système de pensée, de croyances, d'émotions et de comportements, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Si jamais vous arrivez à le maîtriser, on est dans un cercle vertueux. Si on n'arrive pas à maîtriser, on arrive dans le cercle vicieux qui fait que vous allez être débordé par vos émotions. Ici, si vous voulez casser une boucle vicieuse, il va falloir apprendre à connaître vos émotions. Les émotions, comme je vous ai dit, elles arrivent. Ça se fait en 4 étapes. La maîtrise se fait d'abord par l'acceptation. Il est normal d'avoir des émotions agréables et désagréables. Ensuite, il va falloir la comprendre, c'est-à-dire quel est le besoin. Une émotion, alors émotion, la racine de ce mot, c'est motion, c'est une mise en mouvement. Donc quand vous avez une émotion, c'est qu'il va falloir y répondre. Il faut une mise en action. S'il n'y a pas de mise en action, ça ne marche pas. Donc il faut comprendre le besoin, et là c'était dans la slide d'avant, je vous ai mis la roue des émotions, mais vous pouvez retrouver sur n'importe quel support sur YouTube les besoins fondamentaux qui sont forcément liés aux émotions. Vous allez trouver ça très très facilement. Donc mon émotion qui vient toquer a un besoin, c'est lequel? Par exemple, lorsque je pleure, donc je pleure, on est sur un comportement, ça peut être un symptôme aussi, en tout cas, on est entre les deux, symptôme, pleurs, comportement, c'est que j'ai une émotion, l'émotion du pleur, c'est souvent la tristesse. La tristesse, quand on a compris, en tout cas pourquoi elle est venue toquer, c'est qu'elle a besoin de réconfort. Qu'est-ce qui me réconforte moi? Ça peut être une tasse de chocolat chaud avec un carré de chocolat, ça peut être un petit café avec mon plaid devant une série, ça peut être une douche chaude. On n'a pas les mêmes systèmes de réconfort, à vous de trouver le vôtre, c'est ce que l'on fait aussi en coaching d'ailleurs. Ensuite, il va falloir l'accompagner l'émotion. Quand vous lui avez ouvert la porte, il ne s'agit pas de la refermer au nez, il suffit de l'inviter, de l'écouter et de répondre aux besoins. C'est comme ça qu'on l'accompagne. Et c'est ainsi qu'on arrive à la maîtrise émotionnelle. On va prendre un exemple avec la peur de l'échec, si vous voulez bien. Lorsque vous avez un événement à venir, l'événement il est planifié. Alors ça peut être un événement sportif de grande envergure, ça peut être un examen écrit très important ou un oral, peu importe. Vous allez forcément avoir du stress. Et il est normal d'avoir du stress. Ça, c'est le premier point, très important. Je ne peux pas me dire je n'ai pas envie d'être stressée. C'est
c'est pas possible. Il faut que vous compreniez que on ne peut pas avoir une vie que de joie. La vie va forcément mettre sur votre chemin des moments désagréables, des moments très compliqués, et c'est normal. Il faut accepter que ce soit difficile et compliqué à un certain moment. Et en plus, si vous ne les vivez pas, vous ne saurez pas que derrière, à d'autres moments, quand justement c'est plus calme, ah, c'est ça d'être serein, ah, c'est ça d'être dans le bonheur. Donc c'est très important effectivement à ce niveau-là. Ici, quand on regarde cette courbe du stress, on comprend très bien que quand on n'a pas assez de stress, on peut être dans un état un peu léthargique, mais qu'il y a un moment où le stress devient hyper adéquate, cette zone de performance en état de stress optimal. C'est un peu comme, alors si le stress aussi c'est un mot qui est un peu chargé, un peu comme psychologique, on a vu, on peut changer ce mot, on peut le transformer. On pourrait, au lieu de parler de stress, parler d'excitation, excitation agréable ou excitation désagréable. Peu importe, mais une fois qu'on est dans cet état de performance, ce niveau de stress optimal que l'on a accepté, il ne faut effectivement pas trop le laisser prendre parce qu'après on passe dans une zone complètement délétère qui, si elle prend vraiment de l'ampleur, peut mener à la dépression, au burn-out et des choses vraiment très importantes. Toute cette peur de l'échec en plus est compliquée parce que si il y a effectivement d'abord ce stress parce que c'est normal, on va faire quelque chose que l'on ne maîtrise pas, il y a l'échec. Et l'échec, lui aussi, il est chargé. Comment ? Il vient de nos perceptions d'avant. Pour la majeure partie des gens, échouer, c'est effectivement quelque chose qui peut être terrible. C'est lié à l'erreur, c'est lié au fait d'être un zéro, c'est lié au fait d'être un raté, j'ai échoué, je suis nul, etc., etc. Et d'ailleurs, souvent, la peur de l'échec est parce que l'on s'identifie au résultat probable. La peur, c'est une émotion d'anticipation. On n'a pas peur, quand on a peur du vide, on a peur parce qu'on imagine que l'on est en train de tomber, jamais parce que l'on est en train de tomber. C'est donc une peur d'anticipation. La peur de l'échec, on est sur une émotion d'anticipation, sur l'échec qui est, lui, une notion qui vient de nos perceptions, de nos croyances et de nos enseignements. Si pendant toute votre vie, à chaque fois vous avez ramené une note un peu moyenne, on vous a dit c'est nul, t'es un raté, effectivement vous serez conditionné là-dedans. Je vous invite à, comme je vous ai dit au début, casser les codes et peut-être même plus que casser, les faire évoluer. Et faire évoluer ces perceptions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'échec, peut-être on pourrait se dire qu'en changeant notre perception, en changeant notre point de vue, il pourrait faire partie du chemin qui mène au succès. Et effectivement, essayer peut mener à échouer. Mais soit j'essaye encore, soit je m'arrête. Finalement, l'échec, c'est quoi ? C'est d'essayer au risque de se retromper ou c'est d'abandonner ? Sachant que plus je vais essayer, plus effectivement je vais aller vers la réussite. Il y a deux phrases que j'aime beaucoup, l'une de Nelson Mandela qui dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est-à-dire que lui, effectivement, l'échec ou en tout cas la possibilité d'échouer, c'est un tremplin pour son apprentissage. Et Winston Churchill disait « oser et échouer, c'est prendre le chemin de la victoire ». Et c'est là où c'est à mon sens très important parce que le « oser » prend tout son sens ici. Parce que si je reste dans l'inaction, finalement j'abandonne. Et à mon sens, c'est plutôt le fait d'abandonner qui reste un échec plutôt que de se relancer et de se dire « tiens, je suis persévérant et je vais réessayer ». J'ai quelques d'autres exemples dans cette résilience émotionnelle à vous montrer. L'exemple de Michael Jordan, si vous n'avez pas vu The Last Dance sur Netflix, par exemple, je vous invite à le faire. C'est un film reportage sur la vie de Michael Jordan, qui est un des basketteurs, si ce n'est le plus grand basketteur du monde, où plusieurs saisons, il a été celui qui a le plus raté de shoot, en fait. Il a même été viré de son équipe, et pour autant, c'est un des meilleurs joueurs comme je l'ai dit, et Kobe Bryant, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, si vous regardez des shorts sur YouTube avec Kobe Bryant, vous allez voir qu'il en parle très très bien aussi. Donc tout ça pour dire que à un moment donné, un journaliste sportif lui demande ce que ça lui fait de autant échouer. Et au final, il lui répond « c'est vous qui dites que j'ai échoué. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que moi j'ai changé la position de ma main, de mon pied pour voir dans quelle position j'étais le mieux placé. » Donc en fait, lui, il a osé. Il a osé changer la position de son pied par rapport à ce qu'il faisait d'habitude pour voir si ça marchait mieux ou pas. Ça marche moins bien, ok, je réessaye autre chose. Donc oser
et se dire que ok, c'est possible que j'échoue, mais finalement c'est pas grave puisqu'après j'aurai trouvé ce qui fonctionne le mieux pour moi. Un autre exemple, c'est J.K. Rowling, c'est celle qui a écrit Harry Potter. À 17 ans, elle a été rejetée de l'université, à 25 ans, elle a perdu sa maman malade et à 27 ans, elle a été violée par son mari. Finalement, elle n'a pas fait d'études supérieures. Et puis, elle a écrit quand même, elle a écrit Harry Potter, et à 32 ans, elle a fini ses livres. Elle a eu 17 refus de publication avant de enfin trouver une maison d'édition, de publication, et on a maintenant quelqu'un qui a un succès planétaire. Quelqu'un d'autre que vous ne connaissez sûrement pas, qui s'appelle David Toupé, qui est un joueur de badminton. À 15 ans, il a intégré l'INSEP, donc, qui est l'école du sport la plus haute en France, et à 16 ans, il a intégré l'équipe de France junior. Et puis à 25 ans, il a eu un grave accident de ski, il est devenu paraplégique et il devient un parabadiste dans la catégorie joueur en fauteuil sans abdominaux, parce qu'il y a énormément de catégories au parabad. Et en fait, à 36 ans, il devient champion du monde, en double, je crois. Et il est toujours en activité aujourd'hui et il est multimédaillé. Il aurait pu s'arrêter en disant que la vie est dégueulasse, que la vie m'a apporté que du négatif. Sûrement qu'il a eu effectivement ces pensées à un moment donné, parce que c'est pas un événement agréable. Et je ne dis pas qu'il faut voir cet événement comme agréable. En revanche, David a eu la force d'en faire un tremplin et d'aller vers autre chose. Et du coup, avec sa résilience émotionnelle, et ces trois personnages, et il y en a d'autres, avec leur propre résilience émotionnelle, ont pu avoir une énorme réussite derrière à leur niveau et sont devenus les personnes qu'ils avaient envie de devenir. Pour conclure, si vous n'avez que 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. D'abord, l'émotion. C'est une carte à jouer qui n'est ni positive ni négative, mais qui est agréable ou désagréable, j'insiste. Pourquoi une carte à jouer ? Parce que j'aime utiliser cette image de la vie est un plateau de jeu et vous avez déjà vos cartes en main puisque elles sont là depuis que vous êtes né. Vous avez un certain nombre de cartes avec vos apprentissages finalement. Et tous les jours, vous allez piocher une carte, voire plusieurs, une carte chance ou une carte difficile, une carte désagréable, peu importe. Et vous avez le choix. Soit vous la mettez effectivement dans votre jeu et vous allez polluer votre jeu, soit vous allez vous servir du jeu que vous avez dans la main pour pouvoir la mettre sur le plateau et la transformer pour en faire autre chose. Et c'est ça que j'aime dans cette image, c'est que tous les jours vous avez une carte à jouer, au moins une. La deuxième chose à retenir, c'est que l'ordre naturel pour l'état de performance, c'est être, faire, avoir, mais que cela nécessite absolument le fait de se connaître, de savoir qui l'on est et surtout de savoir qui l'on a envie de devenir. Qui, le dernier jour de votre mort, quand vous serez dans votre lit, et que je vous pose cette question, est-ce que vous avez des regrets ? Il y a, c'est fou, il y a plus de 70% des personnes qui ont des regrets, des remords, parce qu'ils n'ont pas fait les choses, ils ne sont pas devenus les personnes qu'ils avaient envie de devenir, parce qu'ils n'ont pas osé, parce qu'ils voulaient coller à l'image de la vie de leurs parents, ou de leurs mentors, ou de leurs professeurs. Ils n'ont pas écouté qui ils étaient. Et enfin, vous êtes responsable de vos perceptions. Bien sûr, vous avez été éduqué avec un certain sens pour certains mots, mais une fois que vous êtes adulte et que vous savez qu'on peut changer, parce que vous avez déjà changé la perception de certaines choses, vous les avez apprises, c'est possible pour chacune de vos perceptions. Et si je schématise un petit peu la fin sur ce joli schéma où on va dire que dans cette jolie tête, vous avez donc votre inconscient effectivement qui est en bas, qui est caché, et votre conscient qui est donc normalement ce qui vous vient le plus. On peut imaginer que votre inconscient, lui, comporte donc tout ce qui est physiologique et les émotions, vos ressentis et vos pensées, et qu'ensuite au niveau conscient, vous avez votre comportement et le résultat. Le résultat, c'est ce que vous allez avoir. Votre comportement, c'est votre faire, c'est-à-dire qu'en fonction de votre comportement, vous allez avoir un résultat. Et finalement, tout ce qui est du domaine de l'inconscient, donc ce qui est exceptionnellement nécessaire pour la performance, est inconscient, et c'est ça qu'il faut apprendre à travailler. Tout l'ensemble de l'inconscient et du conscient mène à la performance. C'est un ensemble. On ne peut pas prendre que l'inconscient ni que le conscient. Il faut travailler cet ensemble.
Eh bien écoutez, voilà pour moi, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez me retrouver. Mon site internet, c'est célineeudgasnier.fr. J'ai aussi une page Instagram. Et puis, je vous invite, si vous avez envie, à me poser des questions. Vous allez trouver mon mail, mon numéro de téléphone. Il ne faut pas hésiter à me suivre aussi. Vous pouvez mettre un pouce pour le j'aime à côté sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez partager. Vous pouvez commenter. Je serai ravie de répondre à vos questions. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous invite grandement à prendre soin de vous et à prendre soin de vos émotions. Très belle journée!